Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo, la vidéo qui va clôturer ce mois de juin. Nous allons faire du coup l'update lecture de la deuxième moitié du mois de juin, donc ça va en fait parler de mes dernières lectures et qui va clôturer mon bilan lecture du mois de juin. Du coup, nous nous sommes arrêtés dans la première partie de l'update au 15 juin avec les Whisper Weeks. Donc là, nous allons reprendre à partir du 17 juin, parce que bon, le mois de juin, ça a été un peu compliqué dans le sens où, bon, vous savez ce qui est arrivé, et en fait, il y avait vachement de jours de repos qui ont sauté parce que on devait aller voir ma belle-mère, l'aider à faire plein de choses, etc. Donc, nous nous étions pas beaucoup à la maison, et en fait, la plupart des livres que j'ai lus au mois de juin, j'ai pu les lire au boulot. Étant donné que c'est l'été, il y avait très peu de monde, mais du coup, voilà, j'avais un peu de temps pour lire là-bas, au boulot, et le soir aussi un peu à la maison, évidemment. Mais voilà, sur mes jours de repos, le week-end et un jeudi sur deux, j'étais souvent pas à la maison. Donc, j'ai lu ce mois-ci le tome 2 le tome 1 et le tome 2 de Ella, vétérinaire pour animaux fantastiques. Donc ça, c'était des emprunts. Donc, celui que je vous présente là, c'est le tome 2. Il me reste le tome 3 à lire. Il faut juste que je le réserve à la bibliothèque. Alors, c'est pas ma bibliothèque, c'est une bibliothèque à côté que je fréquente aussi. Donc, c'est un premier roman chez Rajo. Écoutez, c'était... très frais, très rafraîchissant, oui, répète-toi, t'as raison, très léger. Donc là, du coup, on va suivre Ella, qui est une jeune fille qui vit dans un monde peuplé de créatures fantastiques, et en fait, elle va suivre une formation de vétérinaire. Le premier tome portait sur une licorne, là, le deuxième tome sur le dragon, et le troisième, eh bien, surprise, je ne sais pas de quoi va parler le troisième, donc j'attends de l'avoir en main. Mais voilà, c'est du très petit, hein. Mais je pense que ça pourrait être une série qui rejoindrait mes rayons, si je peux, parce que c'est très frais, c'est très sympa. Vraiment, pour tous les amoureux de magie, les amoureux des licornes, des dragons et tout, c'est vraiment très, très, très chouette. Il y a des chouettes illustrations, c'est pas celle que j'aime le plus, parce que, je sais pas, moi j'aime bien quand c'est lisse, quand tout est bien rond, etc. Là, je sais pas, c'est pas trop le type d'illustration que j'aime bien. Mais bon, ma foi, je suis contente de l'avoir découvert parce que ça se lit très très bien. J'ai lu, oui, trop bonne découverte, le tome 1 de Les Enfants de la Balme chez les éditions MAM de Charlotte Grossetête. Alors écoutez, il y a eu un espèce de vide autour de cette série parce que je l'avais vue sur Instagram il y a très très longtemps maintenant, je l'avais enregistrée dans mes favoris Instagram. Et en fait, c'est une série qu'on ne voit nulle part. Je ne l'ai jamais vue nulle part sur les réseaux, d'occasion non plus, vraiment, comme si ils sont vraiment tout seuls dans leur petit coin, alors qu'en fait ce sont vraiment des pépites, c'est-à-dire que je suis allée du coup me balader sur le site de la maison d'édition. C'est une maison d'édition auquel je n'ai jamais été confrontée, dans le sens où c'est une maison d'édition qui prône la parole du christianisme, du coup. Donc c'est une maison d'édition chrétienne qui sort beaucoup de livres qui va parler de la chrétienté, qui va parler de la religion. Donc ça va être beaucoup des livres sur de la Bible expliquée aux enfants, des choses autour de ça, mais aussi pour aller un peu plus grand. Et au milieu de toute cette production, du coup, il y avait la série des Enfants de la Balme, qui là va parler du coup de la Seconde Guerre mondiale, de juin à septembre 1940. On va suivre des enfants qui vivent, on va dire, dans sud-est de la France, mais vraiment collés à la frontière italienne. Donc du coup, on va suivre l'histoire. Oui, on va être plus du côté des chasseurs alpins, plutôt que des soldats de l'armée de terre qu'on a vu souvent. Là, on va vraiment se coller aux chasseurs alpins, donc aux soldats qui étaient sur
les reliefs montagneux de la France durant la guerre et qui était directement en contact avec l'armée italienne. Et donc du coup c'était vraiment super génial. J'ai vraiment adoré cette histoire. Et du coup en fait dès que j'ai commencé le tome 1, j'attendais du coup mon salaire et je me suis acheté du coup les 4 autres tomes. Et il y a un 6e qui va bientôt sortir du coup fin d'année. Ce sont des livres assez courts, ils font pas 200 pages, mais à chaque fin d'histoire, vous avez, par exemple là, des dossiers documentaires. Donc là, c'est zoom sur la guerre des Alpes, la bataille des Alpes avec tous les forts dans les montagnes, avec les chronologies et les personnalités phares durant cette période de la guerre. On lui explique par exemple ce que c'était le régime de Vichy. Par exemple, on explique ça, on explique qui était le général de Gaulle. Donc voilà, c'est vraiment un livre qui est très complet. J'ai adoré cette histoire, donc du coup ça va être Marie et Philippe, donc un frère et une sœur, qui vont avoir leur grand frère qui a été engagé dans les chasseurs alpins. Et ils ont une petite ferme dans le village de La Balme. La Balme, c'est un village qui est fictif, mais voilà, c'est une histoire qui se déroule de manière prête-nom, on va dire. Donc, voilà, ça va être des enfants qui vont être confrontés à la guerre. Ils n'étaient pas prêts à ce que la guerre arrive chez eux. C'est ce qu'on appelle la drôle de guerre. Et parce que c'est la guerre où les Italiens étaient aux frontières, mais ils n'attaquaient pas. Donc du coup, c'était pas vraiment une guerre. Enfin, c'était une drôle de guerre. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir cette histoire. J'ai très hâte de lire la suite. Je vous le conseille fortement si vous souhaitez que votre enfant se documente sur la Seconde Guerre mondiale. Il pourra très aisément se calquer aux personnages parce qu'ils sont vraiment attachants et adorables avec leurs petits moyens. Ils vont essayer de faire bouger les choses et j'ai vraiment super hâte de lire la suite. Ça, c'est une série que je mettrai dans les mains de mon fils quand il me demandera maman, c'était quoi la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, j'ai lu Le Voyage de Trog de Pugnot. Écoutez, ça ne m'a pas laissé de sentiments particuliers après avoir fini cette histoire. On est du coup sur une histoire d'une jeune fille. Enfin, on va parler beaucoup féminisme dans le sens où on va parler d'une jeune fille qui vit dans une colonie, parce que ça se passe du coup plutôt à la préhistoire, où les hommes sont décideurs de tout et les femmes sont là pour faire des bébés. Vraiment, en gros, c'est ça. Et en fait, pour que les enfants garçons soient considérés comme des hommes, ils doivent faire le fameux voyage où ils doivent revenir avec une proie qu'ils auront chassée eux-mêmes. Sauf que ce voyage, il va se dérouler dans des paysages vraiment très hostiles. Ce voyage, du coup, est réservé aux garçons. Sauf que cette petite fille qui s'appelle Trog va décider de participer à ce voyage parce qu'elle estime que les jeunes filles peuvent très bien aussi le faire et que même elles devraient le faire. Donc c'est une histoire qui va prôner l'égalité des sexes et la même chance pour tous. Il va y avoir aussi une petite histoire avec un petit loup. Mais j'ai pas été touchée plus que ça par les personnages. Donc c'est très dommage parce que le message véhiculé est vraiment génial et important pour nos prochaines générations. Mais je trouvais que ça manquait de profondeur, que tout allait trop vite, que on n'avait pas vraiment le temps de s'attacher aux personnages. Donc c'était vraiment très dommage. Ensuite, j'ai lu la BD du Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Ça, c'était pour un challenge dont vous entendrez bientôt parler sur Instagram. Je devais lire, du coup, une roco classique faite par les patronnes du challenge. Et du coup, je n'avais jamais lu de Jules Verne. C'est une plume qui ne m'attire pas particulièrement, même si je sais que c'est des classiques. Même en jeunesse, Jules Verne, c'est un classique, je le sais que c'est une pointure, etc. Mais j'ai déjà tenté de lire, par exemple, 20 000 lieues sous les mers, et franchement, la plume et la manière dont c'était écrit, c'était vraiment pas fait pour moi, j'ai pas accroché, donc au lieu de lire un roman, j'ai lu la BD, du coup, le Tour du monde en 80 jours. Alors, il y a beaucoup d'éditions pour cette BD, mais là, c'est chez Casterman. Je vais vous dire de suite, c'est de Alphonse de Neuville, voilà.
qui a mis en dessin. C'était pas mal, mais ça m'a pas non plus cassé trois pattes à un canard, quoi. Voilà, sur la BD, là, j'ai mis 3 sur 5. Je sais pas, franchement, ça m'a pas donné envie de lire le roman, et ça m'a pas donné non plus envie de lire plus que ça. Envie de voir peut-être d'autres aventures de Jules Verne en BD, pourquoi pas. Mais les romans, c'est vraiment pas dit, quoi. Ensuite, j'ai lu la BD Le Jardin Secret, le tome 1 de Maud Begon, ou Bejon, je sais pas. C'est une duologie, c'était pas mal, ce petit jardin secret. Beaucoup d'amour des plantes, beaucoup d'amour de la nature, avec des secrets, avec un décès, le deuil. On traverse pas mal d'émotions. Mais non, ça m'a pas non plus laissé... Ouais, ça m'a un peu laissé sur ma faim. J'ai pas tant accroché que ça à la personnage qui est quand même assez... Je dirais pas que c'est une enfant sage, quoi. Et du coup, elle est assez... Je sais pas. J'ai pas accroché à elle. J'ai pas eu d'atome crochu avec elle. Elle m'a pas laissé de sentiments particuliers après. Je sais qu'il existe un tome 2. Pourquoi pas le lire dans quelques mois, mais pas de suite. Parce que là, pour l'instant, ça m'a pas laissé grand-chose, quoi. Ensuite, j'ai lu... Alors là, je vais faire le combo... je vais pas y revenir 4 fois dessus, j'ai lu Les Enfants de la Résistance, les 4 premiers tomes. Alors là, j'ai lu les romans et pas les BD, parce que justement, après Le Jardin des Secrets, j'en avais marre de passer 10 minutes à lire une histoire et pas avoir le temps de vraiment m'imprégner, même si d'habitude j'ai lu beaucoup de BD, mais là, en l'occurrence, Le Jardin Secret, c'était pas une très bonne expérience, ni la BD de Jules Verne, donc j'ai dit, je vais arrêter là pour les BD, je vais me lancer dans les romans, et je sais de toute façon que les BD, je les ai en numérique sur ma liseuse, mais du coup là, les 4 premiers tomes des Enfants de la Résistance, c'est vraiment un très très gros coup de cœur, au même titre que Les Enfants de la Balme. C'est 2 séries vraiment génialissimes pour parler de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, Les Enfants de la Résistance, c'est pareil, c'est durant du coup la drôle de guerre où on ne savait pas qui allait attaquer, quand. Ça se situe en fait dans un village qui s'appelle Pontin-l'Écluse, et nous avons François qui a 13 ans, qui est avec son meilleur ami Euseb, qui du jour au lendemain un petit peu vont être confrontés à l'apparition d'une jeune fille qui s'appelle Lisa, qui est en fait une Allemande qui a été un petit peu jetée au bord de la route, et du coup va se lier très très fort une amitié entre ces 3 personnages, et ces 3 personnages vont faire leur mini-résistance, et petit à petit, ils vont voir que la résistance, c'est quand même beaucoup plus gros que ce qu'ils font eux, et on va suivre toutes leurs actions pour aller à l'encontre du nouveau régime du maréchal Pétain et de l'invasion des Allemands. Donc c'est de très beaux petits romans. Ils sont vraiment assez courts, ils font 128 pages, il y a beaucoup d'illustrations parce que c'est tiré d'une BD. Donc ils ont repris quelques graphismes et puis bon, je trouvais que c'était très bien d'avoir des illustrations. Donc vraiment une série que je suivrai jusqu'au bout. Là, il me manque seulement à lire le 7 et le 8. Et je sais que le tome 9 en BD va sortir, ou le roman 9 va sortir. Mais en tout cas, voilà, je sais que j'ai le 7 et 8 à aller chercher. Mais vraiment, avec Les Enfants de la Balme, c'est des séries géniales pour parler aux enfants de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, Young Adult, ma série chouchou, j'ai lu le tome 2 des Artefacts d'Ouranos, la loi du roi Aurore. Je vous avais parlé du premier tome, Les Épreuves de la Reine Soleil, dans le mois de la fantaisie. C'est une série que j'adore. Franchement, ce deuxième tome est encore meilleur que le premier. Et en allant sur Insta et en voyant le compte de l'éditeur Michel Lafon, j'ai su avec grande joie qu'à la rentrée sortait le 3e tome, parce que le 3e tome en anglais est sorti le mois dernier, et il reste le 4e tome qui est censé sortir fin d'année, donc je pense qu'on aura le tome 3 à la rentrée, et le tome 4 d'ici janvier. Donc ça, c'est une série que je m'achèterai de sûr pour l'avoir à la maison, parce que franchement, la Young Adult, coup de cœur, c'est vraiment très rare chez moi, et surtout depuis The Prison Healer.
un excellent moment passé dans cette lecture. Je ne l'ai pas vu passer, d'autant plus que je l'ai lu en numérique. Donc, je pensais qu'en numérique, en général, les romans, on a l'impression que c'est un peu plus long qu'en physique. Mais alors lui, j'ai rien vu passer du tout. Du tout, du tout. Je peux pas vous en dire plus au niveau de l'histoire parce que c'est un tome 2, je vais pas vous spoiler. Mais je vais peut-être vous lire à la limite le résumé du tome 1. Alors le résumé va être très rapide car le voici. 10 femmes, 4 épreuves mortelles, une seule deviendra la reine soleil. Laure saura-t-elle saisir cette unique chance de retrouver sa liberté? Donc nous allons suivre Laure qui va se retrouver embarquée dans des épreuves pour devenir la reine soleil. Sauf que c'est pas du tout ce qu'elle veut en fait. Elle va être enlevée de sa prison là où elle était avec son frère et sa sœur. Et en fait, donc ça va surtout tourner autour de ça. Et dans le tome 2, on va apprendre qu'elle n'est pas du tout ce qu'elle laisse voir. Et on va voir en fait que son histoire est beaucoup plus compliquée. Et que du coup, le tome 3 et 4 va vraiment être explosif. Déjà que celui-là, il l'était vraiment. Au niveau des plot twists, et on est beaucoup sur du Enemy to Lovers. C'est pas dégueu. Bien que c'est assez cliché comme histoire d'amour. Enfin voilà, moi je lis pas des livres par rapport au plot twist, enfin par rapport au style d'intrigue, hein, mais voilà, si vous aimez bien le Enemy to Lovers, je pense que là vous êtes servis. Donc voilà, j'ai vraiment vraiment super hâte de lire la suite à la rentrée, qui promet d'être vraiment fracassante. Ensuite, j'ai lu le premier tome de Maverick Ville Magique, Mystère et Boule d'Ampoule de Églantine Solman chez Little Urban. C'était un livre que j'ai vraiment bien aimé, c'était très sympa avec une profonde envie de faire un livre lumineux, dans le sens où Maverick est une ville magique, du coup, où se pavane un roi qui est vraiment horrible, détestable, tout ce que vous voulez, et qui fait régner l'obscurité à partir de 16 heures. Sauf que dedans, une drôle de dame fabrique des ampoules pour combattre cette obscurité. Et cette drôle de dame, du coup, va accueillir son neveu, parce que les parents du petit garçon s'en foutent complètement de lui et partent en vacances. Et du coup, ce petit garçon va se retrouver avec cette tante que ses parents disaient être horrible, une horrible sorcière, maléfique, etc. Alors que pas du tout. Et c'est vraiment une histoire qui est assez drôle, mais qui est aussi quand même assez sombre, parce que voilà, on va basculer entre obscurité et bataille, et jour, et lumière. Ça va beaucoup tourner autour de ça, autour des ampoules magiques, autour de l'oubli, parce que l'obscurité va mener à faire oublier à certaines habitants de cette ville qui ils sont et aux autres qui ils étaient. Donc voilà, c'était une histoire jeunesse que j'ai vraiment beaucoup aimée. C'est une trilogie. Si j'ai l'occasion de trouver le tome 2 et 3 en occasion, c'est une série que j'aimerais beaucoup m'acheter. À voir aussi en numérique en fait aussi, parce que j'ai le tome 1 sur ma tablette. Donc oui, c'est une série que j'aimerais beaucoup continuer parce que le mood m'a beaucoup plu, la plume m'a beaucoup plu, les personnages aussi. Vraiment pour moi c'est un sans faute. Ensuite, j'ai lu une aventure dont tu es le héros de Paul Béorn, donc le dernier des dragons. En fait, j'ai lu à l'envers, c'est-à-dire que j'ai lu sa dernière parution qui était la dernière des elfes. Et là, du coup, en fait, j'avais beaucoup aimé la dernière des elfes. Et je m'étais mise à la recherche d'occasion pour le premier tome, du coup, le dernier des dragons. Donc c'est un livre dont tu es le héros, et j'aime beaucoup ce style de livre chez Rajo avec Paul Béorn. Déjà, Paul Béorn, c'est un auteur que j'aime beaucoup, j'ai lu beaucoup de livres de lui, et ses aventures dans Tu es le héros sont vraiment géniaux. Ils sont quand même assez gros, donc en fait, il y a pléthore de possibilités d'aventures. Moi, comme je vous ai dit, les livres dont tu es le héros, comme ça, je fais un parcours, et puis après, j'essaye d'en faire un autre quelques mois après, parce que j'ai pas envie que mes choix soient biaisés. Donc voilà, c'était vraiment vraiment super. Là, ça va être du coup Thémis qui va être dans une école jusqu'au moment où dans cette école une
une nouvelle fille va s'asseoir à côté de lui, le temps va s'arrêter, il va se faire attaquer par de drôles de petites grosses bêtes, et il va devoir du coup se jeter dans un portail magique vers un univers parallèle. Donc c'était vraiment génial, parce que va y avoir beaucoup d'histoires autour des dragons, donc ce jeune homme qui est Thémis va être le dernier des dragons, donc qui est une communauté d'humains qui sont capables de se transformer en dragons, et en fait c'est une espèce en voie d'extinction, et il va devoir délivrer sa mère qui est emprisonnée quelque part. Donc voilà, cette course vers la liberté était vraiment très très bien. Les chapitres sont quand même assez garnis, même si des fois, bon, vous avez des chapitres qui font qu'une seule phrase. Mais voilà, je trouve que ça se suit très très bien. Et moi, je trouve ça formidable que des auteurs arrivent à écrire plusieurs histoires dans une même histoire, mais pas dans l'ordre. C'est fabuleux d'arriver à faire ça. Ensuite, dans la mignonitude, j'ai lu le tome 2 et 3 de Bienvenue chez les boules de poil. Donc, dans la première partie de l'update, je vous avais parlé du tome 1. Là, je vous parle du coup du tome 2 et 3. Le tome 2, nous allons parler d'un petit cochon. Et le tome 3, nous allons parler d'un petit furet qui m'a beaucoup plu. Parce que ça m'a fait voir un peu les furets d'un autre œil. C'est vrai que je n'étais pas particulièrement intéressée à cet animal comme les personnages dans l'histoire, et c'était vraiment super de rencontrer cet animal qui peuvent ma foi être ami avec des chats apparemment, pourquoi pas. Et celui avec le petit cochon était vraiment super bien aussi. Donc franchement c'est une histoire que, comme je vous ai dit dans la première partie de l'update, c'est une histoire que je suivrai parce que ma foi pour 5,90 €, c'est très très bien. Toujours chez Rajo. J'ai beaucoup de livres chez Rajo ce mois-ci. Enfin bon, voilà, c'est vraiment des premières lectures qui pourront plaire à beaucoup d'entre vous, à beaucoup d'enfants. Et c'est écrit plutôt gros, on a pas mal d'illustrations, donc voilà, c'est vraiment super. Et puis l'histoire est portée par Joséphine, par la petite fille. Et voilà, on peut voir aussi que les animaux, même si, surtout dans celui-là, c'est pas très propre, ça fait souvent des saletés, etc., ça peut rapprocher les gens dans une famille. Et même une belle-mère. Mais voilà, c'était vraiment top. Beaucoup sur l'amour des animaux. Voilà, c'est vraiment que de l'amour dedans, même s'il peut y avoir quelques petites catastrophes. Ensuite, continuons dans l'amour, j'ai lu Ours et Lapin, le tome 5. Le tome 6, pardon. Donc, en fait, c'est la première fois que je l'achète. Donc, c'est chez Castor Roman. Donc, c'est du hardback. C'est vraiment de la qualité de dingue. J'ai lu les 5 premiers tomes en bibliothèque. Et quand j'ai vu que le tome 6 allait paraître, j'ai dit, mais mon Dieu, il faut absolument que je lise ce tome 6 et que je l'ai, parce que j'ai pour objectif de la compléter à la maison, parce que je trouve que ce sont vraiment des bijoux éditoriaux et des bijoux au niveau de l'histoire, parce que c'est vraiment très 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 philosophique. Chaque livre va aborder un thème bien parfait. On va aborder souvent, dans certains tomes, on va apporter la jalousie, l'acceptation des autres, on va parler de la peur, on va parler du fait d'avoir confiance en soi, etc. Et là, par exemple, on va parler de la perfection d'un monde, que chaque monde est parfait chaque personne a sa propre idée du monde parfait, on va dire ça comme ça. Et que quand quelqu'un essaye d'imposer sa vision du monde parfait aux autres, et ben on voit que ça matche pas du tout, et que c'est pas du tout comme ça que c'est censé se passer. Et en fait, ce petit lapin là que vous voyez là, donc c'est lapin, et là vous voyez ours, en fait, à chaque fois, dans chaque livre, c'est lapin qui va faire des conneries, entre guillemets, et qui va représenter notre côté un petit peu inconscient, notre côté impulsif, et ours va représenter tout ce qui va être la sagesse, qui va représenter la réflexion. Et du coup, cette amitié est vraiment parfaite et présente un peu la thèse et l'antithèse à chaque fois du problème rencontré. Donc voilà, ce sont vraiment des pépites pour aborder plein de notions comme ça qui sont quand même super importantes, mais qui sont compliquées à défendre ou à contrer ou à prouver ou à aborder tout simplement. Donc voilà, en plus voilà, ils sont vraiment
Ils sont vraiment super, super beaux. Alors, c'est pas que de la philosophie, hein. Vous avez beaucoup, beaucoup d'humour, hein. Comme ce joli passage où nous allons parler caca. Et vraiment, ils sont splendides. Donc, je vous le conseille fortement si vous voulez aborder plein de notions de cette manière-là avec le côté très impulsif de lapin et le côté très réfléchi de ours. Ensuite, j'ai lu Les Jumeaux Croche-Morts. Mais je les ai pas pris, c'est pas grave. Les Jumeaux Croche-Morts, le tome 2. Et j'ai eu un peu de mal à me remettre dedans parce que le tome 1 remonte à un petit moment maintenant que je l'ai lu. Donc voilà, il fallait juste que je me remette un peu les idées en place pour me replonger à 100% dedans. Et une fois que tout était redevenu comme c'était, écoutez, je l'ai bouffé en 24 heures sur 2 jours, on va dire. J'ai beaucoup, beaucoup aimé retrouver ces jumeaux. Et c'est une série qui est tellement, tellement prometteuse. J'ai hâte de lire le tome 3. J'ai pas encore d'infos sur la parution du troisième tome. Mais j'ai vraiment beaucoup plus aimé le personnage de Silence et de son frère. On va découvrir un petit peu plus sur ce qui est mauvais dans cette ville, bien qu'il y a encore pas mal de choses, vraiment pas mal de choses sur lesquelles on se questionne et sur lesquelles on attend des réponses vraiment super importantes, parce que là, le tome 2, il se finit un peu comme un cliffhanger, où il s'arrête au milieu d'un moment hyper important qu'apparemment toute la ville attend, qui va devoir... qui va avoir avec Silence et des comment on appelle ça, des rites sacrificiaires, enfin voilà. Et on s'arrête en plein milieu de tout ça, sans savoir ce qui va se passer. Donc c'est vraiment pas très gentil de faire ça. Donc on n'a plus qu'à attendre, ma foi, la suite, voilà. Ensuite, j'ai lu la BD Mon Papy Titanic. J'ai adoré cette petite BD où une petite fille vit avec ses parents. Ses parents se disputent très souvent, ils ont des problèmes de couple, etc. Mais ils ont la chance d'avoir papy qui ont la chance de voir son papy habite à côté de chez elle. Donc la petite fille va vivre avec son papy pendant quelques temps dans ce tome 1. Et la différence de génération va vraiment être très très drôle à voir. Et puis l'attachement, tout l'amour que porte le papy à sa petite fille va vraiment être génial. Et l'inverse aussi est vrai, la petite fille envers son papy. Donc c'est vraiment une petite BD, il n'y a pas vraiment de... Il y a un fil conducteur, mais si vous voulez, c'est plusieurs morceaux de leur vie commune qui va être représenté dedans. Donc voilà, c'était vraiment un moment très agréable, très touchant, intergénérationnel, super à lire et à voir. Et c'est un tome 2 aussi que j'attends fortement à la bibliothèque. Ensuite, j'ai lu Au Chant des Grenouilles, tome 1, Urania la sorcière. C'était pas mal, j'ai bien aimé. Je l'ai acheté parce que du coup, je sais qu'à la base, elle était sortie dans les couleurs sépia. Et là, en fait, ils ont fait une réédition totalement colorée de toutes les couleurs. Donc, le graphisme m'avait énormément plu. Les planches sont magnifiques. Au niveau de l'histoire, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à soulever parce que il se passe pas non plus grand-chose. Il n'y a pas forcément de message important véhiculé là-dedans. Mais c'était pour le plaisir des yeux, c'était vraiment super agréable. Au final, l'histoire était sympa, hein, mais je veux dire, voilà, il n'y avait pas non plus une grande histoire derrière, quoi. C'était une histoire sympa. Ensuite, j'ai lu La malédiction de la famille numéro 4 de Émilie Le Garben. Là, c'est un livre numérique, du coup, que j'ai lu dans le cadre d'un challenge, le Magicarium Books Challenge, dont je vous parlerai plutôt fin juillet. La malédiction du coup de la famille numéro 4. C'était une histoire, ma foi, plutôt sympa, mais quand même j'avais hâte de la terminer. Donc la malédiction de la famille numéro 4, ça se passe, on va dire, 400 ans après nous. La Terre va vraiment partir en cacahuète, du coup les gens vont être obligés de partir sur d'autres planètes. 2 colonies vont s'installer sur 2 planètes différentes, je crois, ou
Ça, c'était un petit peu flou. Ou sur la même planète. Non, il y avait 2 planètes, c'est ça. Donc la planète, il y a la première colonie et la deuxième planète, il y a la deuxième colonie, dont la famille numéro 4. En fait, donc c'est Clara qui va vivre sur Euphoria 2. Et elle va mener une enquête car on dit d'elle et de sa famille qu'ils sont maudits parce que le grand-père a craché une navette spatiale et depuis qu'il a fait ça, en fait, tout est parti en bibrine sur la planète, plus rien ne va dans la colonie, ils ne remplissent pas leurs objectifs. À chaque fois que Clara est quelque part, il y a des malheurs, et donc du coup tout le monde fait reposer la responsabilité des catastrophes sur ses épaules et sur sa famille, et du coup sa famille est forcée un peu comme au champ de coton, de ramasser de l'aube au crépuscule des graines de plantes pour payer les erreurs de leur grand-père. Jusqu'au jour où un mégalopolien, donc du coup qui vient de la première colonie, va arriver sur Euphoria 2 et se poser des questions sur le fameux crash de la navette de son grand-père. Et du coup il va s'en suivre cette grosse enquête de vérité, de savoir si le grand-père était vraiment responsable de l'accident ou si c'est quelque chose qui a été maquillé, manipulé ou qui a été fomenté par quelqu'un. Donc c'était une histoire plutôt pas mal. J'ai eu du mal à la lire et à vraiment m'imprégner de l'histoire parce que j'ai été vachement entrecoupée entre chaque lecture. Voilà, parce que pour tout ce qu'on avait à faire, à chaque fois on devait repartir sur Aix, machin. Au boulot, pareil, j'ai eu plein de petites emmerdes. Donc ça a été une lecture qui a été vachement saccadée. Donc j'ai pas vraiment réussi à me mettre à 100% dans le personnage et dans l'histoire, mais j'en retiens du bon dans l'histoire où l'enquête, elle était vraiment très bien menée, les personnages étaient plutôt pas mal, même s'il y en a une, franchement, je ne vois pas l'intérêt de l'existence de ce personnage dans cette histoire qui est totalement exécrable. Là, on va vraiment parler de harcèlement tout court, pas harcèlement scolaire ou quoi, parce que là, en fait, cette jeune fille va vraiment harceler Clara et d'autres personnes de la colonie jusqu'à les mettre en danger de mort consciemment, en fait. Et vraiment, je déteste ce genre de personnages, parce que si ces personnages n'apportent rien de bon ou d'utile à la continuité de l'histoire, pourquoi on est obligé de mettre un personnage exécrable comme ça, en fait? Parce que vraiment, pour moi, je ne comprends pas cette volonté de toujours mettre des méchants personnages, parce que bon, franchement, si elle n'était pas là, l'enquête n'aurait pas changé, elle aurait été même mieux, parce que je trouve que faire ressentir des sentiments aussi haineux, aussi détestables au lecteur, c'est pas super positif, quoi. Mais bon, ça c'est mon point de vue, dans le sens où j'ai vraiment du mal avec ces personnages-là qui sont des gros harceleurs et qui n'apportent rien de bon dans l'histoire et rien d'indispensable, quoi. Enfin bon, parlons plutôt là maintenant d'histoire good mood, good vibes, qui fait du bien. Voilà, franchement, qui m'a fait vraiment, réellement du bien après la malédiction de la famille numéro 4 à cause de ce personnage horrible. Je vais vous parler de la série Dragon Girls. Donc ça, je vous l'avoue, c'est un gros craquage. Je les ai commandés le 27 juin. Ou le 26 juin. Non, le 26 juin. Je les ai reçus le 28 et le 29. Ils ont été lus, les 5 dans la journée. Parce que c'est vraiment génialissime. Ce sont des petits romans. Voilà. Entre 90 et 130 pages. J'ai vraiment super adoré. Ça faisait du bien, mon Dieu. Ça aère l'esprit. Et c'est fantastique. Donc du coup, en fait, Dragon Girls, ce sont à chaque tome, une petite fille qui va se découvrir le pouvoir de voyager dans la forêt magique et qui vont se découvrir la particularité de se transformer en dragon. Alors, pas n'importe quel dragon, chaque dragon a sa particularité, et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que chaque dragon a son partenaire, son homologue dans la forêt magique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elles vont arriver dans la forêt magique, donc du coup elles vont se transformer en dragon, et ça va être leur partenaire de la forêt magique qui vont les accompagner jusqu'à la reine de la forêt, et qui vont aussi les aider durant leur mission.
Et donc voilà, chacune a son petit animal qui est vraiment vraiment très très mignon. Et chacun a leur particularité dans le sens où là on va avoir le dragon saphir, donc ça va être les dragons des pierres précieuses. Et là ça va être le dragon arc-en-ciel, le dragon d'argent et le dragon d'or. Donc là je crois le dragon d'argent c'était la facilité d'aller dans l'eau. Celle-là c'était la facilité de voler vite sans forcément tomber, enfin voilà, une agilité dans le vol. Et celui-là c'était une grande agilité avec les animaux. Donc c'était vraiment très très sympa. Je la conseille fortement. Je sais qu'il y a Audrey Livre qui doit lire le 3e tome, donc celui-là, cet été. Et franchement, voilà, si tu passes par là et que tu regardes cette vidéo, je te conseille fortement de commencer le cycle 2. Donc là, il y a 2 cycles, donc ça c'est le premier. Et là, nous avons les 2 premiers tomes du 2e cycle. Donc voilà, c'est vraiment pas très cher et ça peut plaire autant aux jeunes filles qu'aux garçons, parce que bon, c'est vraiment que des héroïnes. Et puis le package, ça fait quand même assez fille, voilà, on va dire. Mais je pense que des garçons pourraient trouver leur compte. Mais voilà, je trouve ça dommage que ce soit que des filles en personnage. C'est peut-être le seul truc que j'ai à dire. Peut-être que si on incluait un garçon ou 2 dans la bande, ça aurait été pas mal, voilà, de faire une égalité entre les sexes. Ensuite, on va passer à mes 3 dernières lectures. Dans l'ordre, donc c'est mes lectures de samedi. Au boulot, j'ai lu le 1er tome des Petits Vétérinaires, donc Chiots en danger, de Laurie Hal Sanderson chez PKJ. En fait, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est vu que j'ai acheté 5 PKJ, j'avais un PKJ offert. Donc ça aussi, je l'ai vraiment vraiment beaucoup aimé. C'est une série par contre qui ont je ne sais combien de tomes. Je pense pas tous me les acheter. Là, il y a marqué 28, mais je suis pas à l'abri qu'il y en ait d'autres. Donc on va suivre Sophie qui a perdu ses parents étant bébé. Elle a emménagé, c'est sa grand-mère qui est la vétérinaire, Dr Hélène Macor. Et donc du coup, cette jeune fille Sophie va nous partager ses journées dans la clinique vétérinaire. Et en fait, dans ce 1er tome, elle va rencontrer 4 autres jeunes enfants, dont sa cousine, qui vont former l'équipe des petits vétérinaires qui vont aider du coup sa grand-mère à la clinique. Donc là, ce tome-là, on va parler de jeunes chiots qui ont été vendus sur un marché et qui en fait sont en très mauvais état, en très mauvaise santé, et du coup ils vont tous en fait se retrouver regroupés à la clinique. Ils vont essayer de les sauver, ils vont essayer de retrouver le vendeur. Donc voilà, c'est un petit policier, on va dire ça comme ça, qui est vraiment génial, c'est vraiment très touchant. Il y a beaucoup, je me suis vraiment immergée dedans à 100%. J'ai pas décroché à l'histoire, vraiment. J'ai eu peur un peu quand même, parce que j'ai lu quand même énormément d'histoires dans le même style, et j'avais peur que ce soit répétitif et que j'en ressorte totalement indifférente. Et c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Par contre, c'est pas quelque chose que je m'achèterai neuf et systématiquement. C'est vraiment une série que je m'achèterai ponctuellement si je tombe dessus d'occasion. Voilà. Mais pareil, ça c'est vraiment une série encore en plus à mettre dans les mains de tous les amoureux d'animaux. Ils vivront quand même... Ils adoreront cette histoire-là et se plonger dedans corps et âme. Ensuite, j'ai lu la nouveauté de Sophie Régal-Goulart, donc qui est Un mois avec ou sans TikTok. Donc c'est son dernier roman. J'avais lu d'elle 14 jours en mode survie et 10 jours sans écran. J'avais beaucoup aimé le concept, vraiment j'ai super aimé, j'ai rien à dire sur ces 2 lectures. Cependant celle-ci, j'ai eu vraiment vraiment beaucoup de mal. Parce que les héroïnes étaient vraiment pas dingues. Je reconnais la persévérance de Meriem, qui est une TikTokeuse de 15 000 abonnés. Et elle va devoir en fait se mettre au défi de ne pas aller sur TikTok pendant 1 mois. Et j'ai pas trop accroché au personnage, tout ça, parce que vraiment... Peut-être c'est juste parce que c'est pas de ma génération, peut-être parce que je comprends pas vraiment... tout ce qui se passe autour de TikTok, quoi. Je veux dire, moi je regarde de temps en temps, mais j'ai pas de compte, je poste pas, je peux m'en passer très facilement, quoi. C'est vraiment le genre d'appli que je regarde quand je suis aux chiottes ou quand j'attends dans une file d'attente, quoi.
Et du coup, voilà, le fait qu'on explique à quel point TikTok est bon, est un moyen de partager, et tout ça, c'est pas quelque chose auquel j'adhère, parce que pour moi, TikTok, il n'y a rien de bon là-dedans. Vraiment, enfin, rien de bon en tant qu'utilisateur, c'est pas quelque chose que je conseillerais à mon fils, c'est pas quelque chose, enfin, pour moi, c'est pas bon. Tous les réseaux sociaux ne sont pas bons quand ils sont consommés comme ça à l'excès. Cependant, ce que j'ai bien aimé, c'est que ils expliquent vraiment que il ne faut pas l'interdire, il faut modérer la consommation. Parce que je suis pas bête, je sais bien que mon fils, un jour ou l'autre, il s'abîme dessus, donc je ne pourrais pas lui interdire, il faut pas interdire les choses. Il faut juste modérer la consommation. Donc s'il y a bien quelque chose dans lequel je suis d'accord dans ce livre, c'est avec ce message-là qui est prôné. Mais sinon, tout ce qui est autour, j'ai pas du tout adhéré, parce que Myriam, vraiment, il faudrait limite qu'on lui décerne un Oscar monstrueux, parce qu'elle a réussi à arrêter TikTok, quoi. C'est comme si... Enfin bon, j'ai pas du tout adhéré à Myriam, vraiment. Mais je reconnais juste sa persévérance parce qu'elle a vraiment essayé de faire son mieux, quoi. Mais voilà, j'ai pas tant adhéré que ça. Ensuite, le dernier, j'ai lu Bol de Morve de Sophie Laroche, le fantôme dont il ne faut pas boire le nom dans la collection Cactus chez Fleurus. C'est un peu le même vibe que la collection Pépix chez Sarbacane. Vraiment, c'est la même police, les illustrations. Voilà, c'est vraiment quasi du copier-coller que Sarbacane. Là, nous sommes dans une histoire, nous suivons 5 fantômes dans un manoir hanté, jusqu'au jour où ce manoir va être vendu à une famille, et ils vont tout faire pour essayer de faire dégager cette famille de ce manoir, sauf que tout ne va pas se passer comme prévu, parce que ce sont un petit peu des fantômes branquignoles, et ils vont se faire sévèrement taper les doigts par la SNCF. Je vous en dis pas plus sur la SNCF, parce que j'ai vraiment été surprise de l'utilisation de cette appellation, qui est vraiment très très drôle. Donc c'est une histoire qui est visée et humoristique, hein. Il n'y a rien de bien moraliste dans cette histoire, hein. C'est vraiment pour passer un bon moment, pour être frais. C'est vrai que peut-être j'aurais dû attendre octobre pour le lire, parce que j'aurais vraiment été dans l'ambiance où ils essayent de faire peur, ils essayent même de les tuer, enfin c'est vraiment très très drôle, très léger. Et la plume est très agréable aussi. C'est vraiment sympa. Pas grand chose à dire là-dessus. Vraiment. Donc ma foi, vous voyez bien que là, ce mois-ci, j'ai lu donc 46 livres. Et je n'ai lu, il me semble, 10 BD, quelque chose comme ça. 10 ou 11 BD. Donc j'ai lu beaucoup plus de romans. Mais bon voilà, c'est quand même des romans qui étaient relativement courts. Mais ma foi, c'est ce que j'aime beaucoup. Je suis pas grande lectrice de pavés. Mais ma foi, j'ai fait, on va dire, pas que j'ai fait de mon mieux, mais j'ai fait comme j'ai pu pour essayer de lire et de pas me créer des pannes de lecture. Mais voilà, à partir du moment où j'ai recommencé un petit peu à lire, voilà, c'est reparti. Normalement, j'aurais dû lire La Maison Piégée aujourd'hui, sauf qu'au final ce matin on s'est levé et avec le bébé on s'est dit allez, on t'emmène à la mer pour la première fois de ta vie. Donc ma foi, on a préféré la mer. Et puis La Maison Piégée, ma foi, elle comptera pour le mois de juillet, c'est pas très grave, même si le mois de juillet il y aura beaucoup de young adultes et de livres numériques. Voilà. Pour un challenge qui est encore un challenge de Little Bookbinder. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Écoutez, j'espère que pour vous ce mois-ci aussi c'est bien déroulé. J'espère que cette forme de bilan vous plaît bien. Parce qu'en tout cas moi je préfère au final faire comme ça plutôt que de faire 46 chroniques dans la journée. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.